24 ans après le jour où Ayla M est descendue du bus à un carrefour abandonné, ce qui s'était réellement passé est devenu clair. Pendant de longues années, sa disparition est restée non résolue, jusqu'à ce qu'un indice presque accidentel, une trace de pneu de camion effacée par les intempéries, mène l'enquête à sa résolution. Ce qui semblait alors un détail insignifiant a finalement changé le cours de toute l'histoire. Le 16 novembre 1998, 15h12, le bus de la ligne E45 a déposé Ayla M, 8 ans, au croisement de la route B 872 et de Glen Farm Track, un lieu désert, entouré de landes dans le nord de l'Écosse. 23 minutes plus tard, à 15h35, sa mère est arrivée à l'arrêt. Mais il n'y avait personne dans la rue. Ayla avait simplement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Pas de traces, pas de témoins. Juste une rue vide. Dans le journal de bord, le chauffeur du bus, Kenneth B, a noté laconiquement « Le passager a quitté le véhicule. Aucun obstacle constaté pour la poursuite du voyage. » Un enregistrement documentaire, une formalité, derrière laquelle rien de suspect n'a été initialement vu. Le temps ce jour-là était typique de novembre. Nuages lourds et bas, paysage gris et visibilité très limitée. Selon les rapports météorologiques, la distance à laquelle on pouvait distinguer des silhouettes ne dépassait pas 300 mètres. Quelques minutes seulement après la disparition d'Ayla, la lumière a commencé à diminuer rapidement, limitant la possibilité d'une recherche sur place. Un autre détail important. Dans la maison de la famille d'Ayla, il n'y avait pas de téléphone fixe. Cette particularité a joué un rôle clé. L'appel à la police n'a pas été effectué immédiatement, mais seulement après un certain temps. Les parents ont dû demander de l'aide à des voisins qui vivaient à presque 1 kilomètre de leur maison. Les premiers groupes de recherche n'ont été organisés qu'après 2 heures. À ce moment-là, une obscurité presque totale régnait déjà tout autour. Dans de tels cas, l'attention des enquêteurs se concentre toujours sur les personnes qui ont vu la disparue en dernier. En premier lieu, le chauffeur du bus, Kenneth B, a été vérifié. Ce jour-là, il était le seul à confirmer personnellement qu'Ayla était descendue du bus à l'endroit indiqué. À ce moment-là, il n'y avait plus d'autres passagers dans le véhicule. Un autre soupçon est tombé sur le voisin le plus proche de la famille, un fermier nommé Dougal S. Selon ses dires, il se trouvait dans le champ au moment de la disparition d'Ayla, effectuant des travaux agricoles quotidiens. Mais les habitants locaux ont remarqué un détail étrange. Les chiens de Dougal, normalement très bruyants, étaient inhabituellement silencieux ce jour-là. Personne, sauf lui-même, ne pouvait confirmer si Dougal était réellement dans le champ. Bientôt, l'attention de la police s'est intensifiée sur Kenneth B. La raison était le journal de bord, le seul document qui enregistrait le mouvement du bus. En l'examinant en détail, les enquêteurs ont découvert une incohérence. 7 minutes qui ne correspondaient d'aucune façon à l'itinéraire du bus et au temps indiqué par Kenneth. Ce sont précisément ces 7 minutes qui sont devenues le sujet principal des premiers interrogatoires du conducteur. L'enquête a méticuleusement clarifié ce qu'il faisait exactement pendant ces minutes perdues. Une confusion est apparue dans les déclarations du chauffeur, mais il a insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'une erreur lors du remplissage du journal et qu'il n'y avait aucune raison cachée pour cela. Néanmoins, des doutes avaient déjà été semés et l'enquête a commencé à le considérer sérieusement comme la figure principale dans l'affaire de la disparition d'Ayla. La nuit, dans des conditions de mauvaise visibilité et de pluie naissante, un groupe de volontaires a poursuivi l'examen du terrain. C'est alors que, à la lumière des lampes de poche, des traces d'un camion avec une voie inhabituellement large ont été découvertes sur le chemin de terre qui n'appartenait clairement pas au bus. Des traces fraîches, encore clairement visibles sur le sol meuble, menèrent du carrefour directement à un dépôt abandonné d'une entreprise locale de construction routière. Mais la pluie s'est intensifiée et au matin, toutes les traces avaient été irrémédiablement effacées. Ces 8 heures ont décidé du sort du premier et peut-être le plus important indice dans l'enquête. Les traces ont disparu.
Avec elles a également disparu la certitude de l'enquête, la ramenant aux soupçons et aux conjectures, à l'incertitude et au désespoir. Personne ne pouvait expliquer la disparition d'Ayla et il semblait que la chance de connaître la vérité était perdue à jamais. Dès le début, un détail dans le comportement de Kenneth B., le chauffeur du bus, ne laissait pas les enquêteurs tranquilles. Pourquoi, lorsqu'il a noté dans le journal de bord l'absence d'obstacles après la descente d'Ayla, n'a-t-il pas effectué l'appel radio obligatoire au répartiteur selon les instructions ? Cette formalité, apparemment insignifiante à première vue, a conduit la police à examiner plus en détail sa vie. Le chauffeur de bus, Kenneth B., est immédiatement devenu la figure centrale du soupçon, car il était le dernier à avoir vu Ayla. Les enquêteurs ont commencé à vérifier non seulement ses paroles, mais aussi ses documents financiers pour déterminer un possible motif ou des circonstances qui auraient pu inciter l'homme à commettre un crime. En examinant les relevés bancaires, des détails intéressants sont venus à la lumière. Peu avant la disparition d'Ayla, le conducteur avait contracté un gros prêt pour la réparation du bus qu'il ne pouvait apparemment pas rembourser à temps. Quelques jours avant la tragédie, la banque lui avait envoyé une lettre lui rappelant le paiement en retard et le menaçant d'une procédure judiciaire. C'était la première circonstance grave qui pouvait déséquilibrer Kenneth. Les enquêteurs se demandaient, le conducteur aurait-il pu, sous le poids de problèmes financiers, manifester un comportement imprévisible ? Parallèlement, un autre fait compromettant est venu à la lumière. L'enquête a reçu de nouveaux témoignages. Un étudiant qui voyageait dans le bus le matin de ce même jour a vu Kenneth fumer à l'arrêt de bus, juste après avoir déposé des passagers. Fumer pendant le trajet est strictement interdit par les règlements internes de la société de transport, et de telles infractions pourraient conduire à des mesures disciplinaires et même au licenciement. Cela a intensifié les soupçons de la police. Si le conducteur ignorait facilement une règle, aurait-il pu enfreindre d'autres règles plus importantes ? Sous le poids de ces circonstances, le portrait du conducteur a acquis des nuances désagréables aux yeux des enquêteurs. Kenneth semblait avoir des conditions idéales pour devenir le centre de l'enquête. Situation financière difficile, infraction disciplinaire et un appel radio manqué. Chacune de ces circonstances augmentait sa vulnérabilité aux accusations. Malgré tous les motifs de soupçon, cependant, l'enquête s'est heurtée à un problème sérieux, l'alibi du conducteur. La seule confirmation objective du mouvement du bus étaient les caméras routières. L'une d'elles, la caméra portant la marque A836, installée sur la route principale à quelques kilomètres du carrefour B872, a capté le bus conduit par Kenneth exactement 11 minutes après qu'Ayla soit descendue à l'arrêt. Selon l'horaire et la distance, ce temps correspondait à l'itinéraire approuvé par l'entreprise. Ainsi, du point de vue physique des événements, Kenneth n'avait littéralement pas le temps de commettre un crime quelconque, puis de revenir au bus. Théoriquement, il ne pouvait pas s'écarter ou s'attarder à l'arrêt. Cet enregistrement de caméra semblait presque complètement exclure le conducteur de la liste des suspects. Mais l'enquête n'était pas encore prête à abandonner les soupçons contre lui, car il y avait toujours ce retard inexpliqué dans l'appel radio. Pendant que la police continuait de vérifier l'alibi de Kenneth, les techniciens criminalistiques ont minutieusement examiné l'intérieur de son bus. Là, parmi de nombreux objets quotidiens, un mince fil textile clairement d'origine enfantine a été trouvé. Cette découverte a immédiatement acquis une importance particulière car elle pourrait être une indication directe d'un lien entre le conducteur et Ayla. Pendant plusieurs jours, de grands espoirs ont été placés dans ce détail. Les enquêteurs croyaient que c'était précisément la preuve qui dissiperait enfin les doutes ou confirmerait les accusations contre Kenneth. Le fil a été envoyé pour un examen criminalistique spécial. Mais bientôt, il s'est avéré que l'objet trouvé dans le bus n'avait rien à voir avec Ayla. Il s'est avéré qu'une semaine auparavant, un écolier avait oublié son sac à dos. Et c'était précisément ce tissu qui avait laissé une trace dans le bus. Un autre pas apparemment sûr vers la vérité s'est avéré être une impasse, confondant l'enquête et lui coûtant un temps précieux. Cependant, au moment même où les enquêteurs avaient presque exclu la possibilité que Kenneth soit impliqué dans la disparition d'Ayla, l'affaire prit un tournant inattendu. En examinant les documents de l'entreprise de transport,
Une plainte déposée par un autre chauffeur de bus qui empruntait le même itinéraire fut découverte. Selon cette plainte, à 15h20, le même jour, un camion inconnu transportant du bitume avait complètement bloqué la route près de ce même carrefour où Ayla avait été déposée. Selon la description, le chauffeur du camion ne réagissait d'aucune façon aux signaux du bus et après quelques minutes, repartit tranquillement. La plainte avait été enregistrée mais n'avait pas attiré l'attention de la police jusqu'à ce moment, car elle semblait insignifiante au vu de nombreux autres détails. Avec l'apparition de cette information, l'affaire changea brusquement de direction. Sur la carte des événements apparut un nouvel acteur précédemment ignoré, le mystérieux camion de bitume dont le nom et l'itinéraire n'avaient pas figuré jusqu'à présent dans les dossiers de l'affaire. Maintenant, la police devait clarifier l'identité du conducteur, qui était peut-être devenu le seul véritable témoin de la disparition d'Ayla. Dès le début, il y avait un détail dans l'histoire de la disparition d'Ayla qui ne laissait pas les enquêteurs tranquilles. Pourquoi sa mère, Mary M., trouvant la rue vide, n'avait-elle pas immédiatement appelé la police ? Pourquoi avait-elle essayé de trouver Ayla elle-même pendant 40 minutes, malgré l'évidente futilité de cette recherche ? Lorsque les enquêteurs commencèrent à creuser plus profondément dans la vie de la famille d'Ayla, des circonstances peu agréables vinrent à jour, éclairant les actions de Mary le jour de la disparition. La famille M vivait dans des conditions financières difficiles depuis plusieurs mois. Sur la ferme qu'ils avaient louée, d'importants arriérés de paiement s'étaient accumulés. Le père d'Ayla vivait séparément à cette époque, et comme il fut déterminé plus tard, la famille ne recevait pratiquement aucun soutien matériel de sa part. Ces faits furent confirmés par des documents. Le propriétaire de la ferme avait envoyé à plusieurs reprises des avis concernant les dettes accumulées et menaçait même d'expulsion. Dans ces circonstances, la mère d'Ayla essayait apparemment de ne pas attirer d'attention supplémentaire sur la famille, par crainte d'intervention possible des services sociaux ou des autorités locales. Cela pourrait expliquer son comportement étrange durant les premières minutes critiques après la disparition d'Ayla. La vie scolaire d'Ayla elle-même ne contribuait pas non plus à la stabilité de la famille. Les enquêteurs découvrirent dans les dossiers scolaires que, 1 an auparavant, les enseignants avaient informé les parents à 2 reprises qu'Ayla rentrait tard à la maison après l'école. De telles situations éveillaient généralement les inquiétudes des enseignants et nécessitaient une réaction des parents. Cependant, la mère n'avait pas montré d'activité particulière dans la résolution de ces problèmes, et les enregistrements de ces incidents restèrent dans le dossier scolaire, créant une raison supplémentaire d'attention de la part de l'enquête. Ainsi, l'image de l'environnement familial devenait de plus en plus claire et pas particulièrement favorable. Dettes, absence du père, tensions au sein de la famille et même simple réticence à s'adresser une fois de plus aux autorités, tout cela aurait pu amener la mère d'Ayla à agir à l'encontre de la logique évidente et du bon sens. Lorsque les enquêteurs demandèrent directement à Mary pourquoi elle n'avait pas signalé immédiatement la disparition de sa fille, elle déclara catégoriquement qu'Ayla rentrait toujours à la maison par le chemin le plus court. Selon ses dires, sa fille ne se retardait jamais sans raison valable, et elle n'avait jamais eu à s'inquiéter de telles situations auparavant. Cependant, cette affirmation contredisait les déclarations de l'enseignant de l'école, qui rappela aux enquêteurs les 2 cas où Ayla n'était pas rentrée directement à la maison après l'école, mais avait rendu visite à son ami qui vivait dans le Voisinage. L'enseignant souligna que Mary connaissait très bien ses retards et venait même chercher personnellement sa fille après les visites chez l'ami. Ainsi, les paroles de Mary contredisaient les faits connus de l'enseignant. Cela incita la police à réfléchir à la véracité avec laquelle la mère d'Ayla avait décrit les événements de ce jour-là. Néanmoins, aucune preuve directe ne fut trouvée indiquant que Mary aurait délibérément égaré l'enquête. Outre Mary, les enquêteurs vérifièrent également le beau-père d'Ayla, James R., un chômeur qui vivait avec eux à la ferme ces derniers mois. Cet homme, qui n'avait pas attiré l'attention de la police auparavant, devint l'objet d'un intérêt accru précisément en relation avec l'instabilité générale de la situation familiale. Mais la version de son implication possible ne dura pas longtemps. James présenta aux policiers des reçus et des témoignages qui confirmaient pleinement son alibi. Au moment de la disparition d'Ayla, il se trouvait à Inverness,
où il achetait des pièces d'automobile. Le magasin confirma la visite de James. Le vendeur se souvenait clairement de l'homme et décrivit son comportement comme calme et normal. Ainsi, les soupçons contre James tombèrent rapidement et la version de sa participation à l'incident ne fut plus envisagée. Alors que l'enquête se retrouvait à nouveau dans une impasse, un témoin entièrement nouveau apparut soudainement. C'était un adolescent qui habitait près de la famille Monsieur. Dans son témoignage, il rapporta un détail important qui n'avait été mentionné auparavant dans aucun des rapports. Le jour de la disparition d'Ayla, l'adolescent remarqua un grand camion jaune près de ce même carrefour. Le véhicule se distinguait par sa couleur vive et l'adolescent se souvenait d'un logo distinct sur le côté. 3 lettres, CRS. Ce fut un témoignage important car il confirmait indirectement la plainte antérieure du chauffeur de bus, qui avait également vu un camion de bitume bloquant la route. Le nouveau détail donna à la police une orientation claire pour des actions supplémentaires et peut-être même un indice sur la direction dans laquelle il devrait continuer. Ainsi, les problèmes familiaux, l'instabilité et même les petites discordances dans les déclarations de la mère passèrent au second plan. Ces détails quotidiens pâlirent en comparaison avec la véritable piste menant au mystérieux camion. L'attention de la police se concentra désormais définitivement sur la recherche du propriétaire et du conducteur du véhicule de bitume jaune vif avec lequel commençait apparemment la véritable élucidation de cette tragédie. Le 10 février 2022, presque 24 ans après ce jour de novembre où Ayla M. avait disparu, l'opérateur d'une excavatrice d'une entreprise de construction qui construisait un parc éolien au nord de la route B 872 tomba sur un objet inattendu. D'une couche de tourbe à une profondeur d'environ 1,5 mètre, un ancien conteneur métallique fortement rouillé fut récupéré. Un fût industriel standard d'un volume de 200 litres. Lorsque les ouvriers ouvrirent le couvercle, ils y trouvèrent une vieille veste d'enfant et des restes humains partiellement conservés. Cette découverte a été immédiatement transmise aux autorités d'enquête et le site de fouille a été bouclé. L'objet a été soigneusement examiné par des experts criminalistiques. Au fond du fût métallique, le sceau du fabricant était clairement visible. CRS 98 1110 7. L'inscription indiquait le code de l'eau et la date de fabrication du produit. Novembre 1998, coïncidant presque avec la date de la disparition d'Ayla. Les parois intérieures du conteneur étaient recouvertes d'une masse de bitume solidifié qui avait une odeur âcre caractéristique. L'analyse chimique réalisée a révélé un marqueur unique de ce bitume. L'expert en chimie a expliqué aux enquêteurs qu'une telle composition chimique était utilisée exclusivement dans la construction routière et dans une édition strictement limitée. Exactement ce lot de bitume a été utilisé en novembre 1998 lors de la réparation d'une section de la route B 872, c'est-à-dire exactement dans la zone où Ayla a été vue pour la dernière fois. Cette découverte a fourni à l'enquête, pour la première fois depuis de nombreuses années, des preuves matérielles reliant le lieu de la disparition d'Ayla et celui de sa découverte. Immédiatement, la question s'est posée. Comment ce conteneur s'est-il retrouvé enterré dans la tourbe à presque 2 km de ce carrefour ? Le contremaître de l'entreprise qui construisait le parc éolien a expliqué à la police les détails du processus de travail. Selon ses dires, le site de fouille avait déjà été soigneusement marqué lors de la phase de planification de la construction. Toutes les découvertes faites pendant les travaux de terrassement ont été documentées conformément au protocole de l'entreprise. Les experts de l'entreprise ont conclu que le fût de bitume était sous terre depuis au moins 20 ans. Cela était attesté par l'état du conteneur, le degré de sa corrosion et la couche de tourbe environnante qui, selon le contremaître, se forme extrêmement lentement. L'expertise a confirmé ces délais. La rouille recouvrait entièrement le fût, ce qui excluait la possibilité qu'il ait été placé là récemment. Le bitume a été identifié avec une grande précision, grâce à sa composition chimique, qui était unique pour le lot utilisé exactement sur la route B872. Pour l'enquête, cela signifiait que le lieu de la disparition et le lieu de la découverte étaient maintenant directement reliés. Dans les premières phases d'identification, la police n'a pas exclu la version d'un accident.
Il y a environ 20 ans, au tournant du millénaire, il y a effectivement eu des incidents impliquant des travailleurs locaux près de cet endroit, et même des cas de disparition de sans-abri vivant dans les environs ont été enregistrés. En particulier, les enquêteurs ont examiné la disparition d'un homme sans domicile fixe qui a cessé d'apparaître dans le village le plus proche vers l'an 2000. Pendant plusieurs jours, la police l'a sérieusement considéré comme la personne potentiellement trouvée dans le fût. Cependant, peu après avoir effectué l'analyse ADN, cette version a été abandonnée. L'examen génétique a rapidement exclu la possibilité que les restes appartiennent à l'homme disparu. L'échantillon d'ADN prélevé sur les os montrait clairement que la police avait affaire à une personne complètement différente et la version d'un accident a de nouveau perdu de sa pertinence. Après avoir exclu toutes les hypothèses secondaires, la police est revenue à la variante principale. Les enquêteurs ont dû effectuer la comparaison la plus importante. La comparaison des échantillons d'ADN provenant des restes osseux avec les échantillons que les parents d'Ayla avaient remis à la police en 2007 pendant la phase active de Indicenta. La recherche. Les résultats de cet examen ont été connus quelques jours plus tard et la conclusion était sans équivoque. Les experts ont établi une correspondance génétique avec une probabilité de 99%. Les os trouvés dans le vieux conteneur métallique, qui avait reposé plus de 2 décennies dans la tourbe profonde, appartenaient sans aucun doute à Ayla M. disparue. Cette nouvelle est devenue le tournant dans l'affaire qui n'avait pas avancé depuis de nombreuses années. Le fut trouvé dans la tourbière et les résultats de l'analyse génétique ont non seulement confirmé le fait de la tragédie, mais ont également donné à l'enquête une orientation claire pour des actions supplémentaires. La question principale pour la police est devenue l'éclaircissement des circonstances dans lesquelles le conteneur avec le bitume unique et les restes d'Ayla sont arrivés exactement ici, et surtout, à qui appartenait ce fût avec le sceau CRS. L'enquête, enterrée dans la tourbe pendant des décennies, a soudainement repris vie 24 ans plus tard, après que les examens de laboratoire aient définitivement confirmé que les restes trouvés appartenaient à Ayla M. L'enquête est revenue à la preuve matérielle la plus importante, le fût métallique portant le sceau CRS 98 11 17. Les documents d'archives de l'entreprise Caledonia Road Services, conservés longtemps sans attention particulière, ont finalement révélé l'origine de ce conteneur. Selon les registres internes de l'entrepreneur, ce fût précis a été officiellement remis le 12 novembre 1998 à un poseur de bitume nommé Graham U, alors âgé de 43 ans. Le groupe d'enquête a immédiatement demandé et reçu les calendriers de l'entreprise pour novembre 1998. Il y était clairement indiqué que Graham U travaillait exactement ce jour-là, le 16 novembre, directement sur le tronçon de route B 872. C'était la première preuve irréfutable reliant directement un employé spécifique au lieu de la disparition d'Ayla. Maintenant, les enquêteurs pouvaient recouper cette information avec d'autres indices disponibles. Les techniciens de la police scientifique ont effectué un examen supplémentaire de la surface intérieure du fût. Suite à cela, une empreinte digitale nette a été découverte sur le bord métallique. En la comparant avec les bases de données de la police, la correspondance était absolue. L'empreinte appartenait exactement à Graham U. Par la suite, la police a obtenu un mandat de perquisition pour le garage de Graham et a procédé à une inspection minutieuse de l'espace en avril 2022. Parmi de nombreux objets anciens et oubliés, une sangle de fixation couverte de microfibres de tissu y a été trouvée. L'examen des fibres a montré qu'il s'agissait de fragments d'une veste d'enfant K-Schools de l'année 1998, identique à celle trouvée dans le fût avec les restes d'Ayla. Enfin, l'analyse chimique du bitume recouvrant les parois intérieures du fût a confirmé que sa composition correspondait parfaitement au mélange de bitume disponible pour Graham U le jour de l'incident. L'enquête avait maintenant tous les maillons de la chaîne. Le camion avec le bitume, un employé concret de l'entreprise, le fût marqué qui lui avait été remis et des preuves matérielles, la veste et l'empreinte digitale. Après avoir compilé l'affaire en un seul dossier convaincant, le procureur a officiellement inculpé Graham. Le procès a commencé au début de 2023
et a immédiatement attiré une grande attention. L'accusé a catégoriquement nié toutes les accusations et a affirmé avec confiance que le fût contenant les restes aurait pu être placé par n'importe qui pendant les longues années sous la tourbe. Les avocats de Graham ont maintenu constamment cette ligne de défense, soulignant la possibilité théorique que des preuves aient pu être plantées. Cependant, l'accusation a présenté des arguments irréfutables qui ont détruit cette version de la défense. Le procureur a présenté des registres minutieusement documentés des mouvements de déchets de l'entreprise au cours des 20 dernières années, ainsi que le budget et les plans de développement de la tourbe dans la zone de la découverte. Les documents montraient clairement: le sol à cet endroit n'avait pas connu d'intervention qui pourrait expliquer l'apparition du fût là après la disparition d'Ayla. Les arguments des défenseurs de l'accusé se sont effondrés devant tous. Le tribunal a examiné soigneusement chaque preuve: documents d'archives, horaires, examens chimiques et génétiques, l'empreinte digitale et les microfibres de tissu. À chaque nouvelle session, l'inévitabilité d'un verdict de culpabilité devenait de plus en plus évidente. Le 30 février 2023, le tribunal a rendu la décision finale dans cette affaire retentissante, clôturant ainsi une histoire qui a duré près d'un quart de siècle. Graham U. a été reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité avec une période minimale de 27 ans à purger. L'accusé a écouté le verdict en silence, sans dire un seul mot pour sa défense ou sa justification. Après le procès, l'affaire a été officiellement close. Les journalistes ont progressivement perdu intérêt et les habitants ont enfin obtenu une réponse à la question qui les avait tourmentés pendant tant d'années. La ferme où vivait autrefois la famille d'Ayla a bientôt été mise en vente. Les autorités ont décidé de perpétuer la mémoire de l'événement en plaçant une petite plaque commémorative sur le lieu de la découverte des restes, avec une brève inscription qui résumait laconiquement toute cette histoire. La tourbe ne garde pas les secrets éternellement. La soirée d'octobre de Cassie chez son ami s'est terminée par une disparition soudaine. Ce n'est que 2 ans plus tard que les enquêteurs ont découvert l'horrible vérité que personne n'avait remarquée pendant tout ce temps. Ce sont précisément les détails de cette soirée du 14 octobre 2019 qui les ont menés au dénouement, changeant complètement la perception des événements. 14 octobre 2019. L'horloge indique 10 minutes après minuit. Dans le petit village de Kuala, comté de Jackson, Caroline du Nord, Cassie R., 9 ans, disparaît soudainement. Elle a été vue pour la dernière fois dans la chambre de la maison de son amie, la famille S, où elle devait passer tranquillement la nuit. À ce moment-là, seuls les parents de la fille et leur fils aîné, Max S., 17 ans, se trouvèrent dans la maison. Aucun d'entre eux n'a pu dire où Cassie avait disparu. La police est arrivée sur place seulement 20 minutes après l'appel des parents. La maison était calme et, à première vue, sans signe d'intrusion. Cependant, la porte arrière de la cuisine était légèrement entr'ouverte. Cela a été immédiatement noté dans le rapport. Dans la chambre des enfants, ils ont trouvé un sac de couchage vide et froissé. Cela signifiait que Cassie avait quitté sa place soudainement, sans emporter aucun de ses effets personnels. Déjà 15 minutes après le début des recherches, une fine pluie d'automne a commencé à tomber. Plus tard, le maître chien expliquera pourquoi le chien de service a rapidement perdu la trace. Dans les premières heures de l'enquête, la police s'est concentrée sur 2 suspects possibles. Le premier était Max S., l'adolescent qui était resté dans la maison toute la soirée. Le second était le voisin et vétéran de guerre, Joe Kay, 58 ans, qui assurait officiellement la fonction de garde du village. C'est lui qui patrouillait dans le quartier cette nuit-là, lorsque Cassie a disparu. Max S. a affirmé avec assurance aux enquêteurs que pendant l'intervalle de temps indiqué, il se trouvait dans sa chambre à jouer en ligne. Le jeune homme a souligné qu'il avait utilisé des écouteurs toute la nuit et n'avait rien entendu de suspect. Son alibi a été corroboré par les enregistrements audio du chat de jeu obtenus par la police.
Selon ces derniers, Max participait activement à la communication vocale avec d'autres joueurs de 23h55 à 00h20. Cependant, les enquêteurs ont noté un détail important. Il n'y avait pas de caméra de surveillance dans la chambre de Max. Les enregistrements audio confirmaient seulement sa voix, mais ne prouvaient pas qu'il se trouvait réellement dans sa chambre. À 00h31, une caméra automatique de reconnaissance de plaques d'immatriculation, ALPR, a capturé une camionnette de service blanche d'une entreprise de réparation de chauffage et de climatisation, HVAC, sur la route menant hors du village de Kuola. Le véhicule se déplaçait depuis le village et se trouvait à environ 2 km de la maison où Cassie passait la nuit. La plaque d'immatriculation n'a été enregistrée que partiellement, ce qui a considérablement compliqué l'identification du propriétaire du véhicule. La caméra n'a conservé que les 3 derniers symboles du numéro et le logo de l'entreprise sur le côté du véhicule. L'apparition sur la caméra ALPR d'une camionnette de service non identifiée est devenue la piste principale des premiers jours de l'enquête. La police a rapidement contacté les bases de données locales et a commencé à vérifier chaque véhicule enregistré dans le comté pour les travaux de réparation après le dernier ouragan. 38 véhicules de service appartenant à différentes entreprises sont tombés sous suspicion. Alors que les enquêteurs commençaient les interrogatoires et la vérification des alibis de chaque conducteur, l'énigme centrale de la disparition de Cassie R. commençait seulement à s'enrichir de nouveaux faits et questions. L'élément clé qui a immédiatement alerté l'enquête était la question de savoir pourquoi Max, 17 ans, se trouvant littéralement à quelques pas de la porte arrière de la cuisine, n'avait pas entendu son claquement, ni même l'aboiement du chien du voisin. Le chien réagissait même au moindre bruit dans le village. Mais cette nuit-là, ces aboiements n'ont pas attiré l'attention de l'adolescent. Une vérification répétée des journaux audio du chat vocal sur Discord a révélé un moment remarquable. Vers 00h05, presque simultanément à la disparition de Cassie, Max a prononcé une phrase qui a plus tard été incluse dans les pièces de l'affaire. « La maison est aujourd'hui silencieuse comme une morgue. » L'enquête a immédiatement noté cette étrange coïncidence temporelle. L'adolescent semblait ne rien remarquer d'inhabituel, alors qu'à ce moment même, Cassie était déjà absente de son lieu de sommeil. Les enquêteurs ont approfondi les détails techniques des enregistrements audio réalisés pendant le chat de jeu. Le rapport officiel a confirmé que Max était effectivement en ligne, mais a souligné une nuance importante. Durant la session de 23h55 à 00h20, le microphone de l'adolescent était coupé à plusieurs reprises. Ces périodes de silence étaient irrégulières. Parfois, elles duraient seulement quelques secondes. Parfois, plus d'1 minute. Les experts de la police ont proposé 2 interprétations possibles de cette situation. Première version. Max aurait pu quitter la pièce pour de courtes périodes, sortant peut-être de sa chambre, puis y revenir sans être remarqué par les autres participants du chat. Deuxième version. L'adolescent aurait pu simplement couper son microphone tout en restant devant l'ordinateur, ou passer à un autre canal sur Discord où l'enregistrement n'était pas effectué. Ces détails ne confirmaient clairement aucune des versions, laissant l'enquête face à 2 interprétations équivalentes. 2 jours après la disparition de Cassie, l'enquêteur a obtenu un mandat pour saisir les chaussures de Max. Les experts ont immédiatement envoyé les baskets de l'adolescent pour expertise criminalistique. L'examen a rapidement donné les premiers résultats. Des microparticules de sol provenant de la cour voisine ont été trouvées sur les semelles. Cela semblait prometteur, mais bientôt les criminologues ont établi que cette preuve n'était pas unique à cette affaire. Les terrains du village de Kuola n'étaient pas séparés par des frontières claires et étaient pratiquement communs, donc la présence de sol de la cour des voisins ne pouvait pas indiquer avec certitude l'implication de l'adolescent dans la disparition. Les experts ont néanmoins décidé de procéder à une vérification supplémentaire de l'échantillon de sol pour éliminer définitivement d'éventuelles inclusions étrangères. Cette vérification a donné une découverte inattendue.
Un examen minutieux du sol provenant des chaussures de Max a révélé la présence d'huile technique, que le laboratoire a identifiée comme HVAC46. Cette substance était spécifique et n'avait jamais été utilisée dans des conditions domestiques ou de jardinage par les habitants du village. L'huile de type HVAC46 était exclusivement utilisée par les services d'entretien réparant les systèmes de chauffage et les climatiseurs. Dans la conclusion officielle, il était clairement indiqué que cette huile était généralement associée à des équipements de services professionnels et des véhicules à usage spécial. La quantité et la concentration d'huile dans l'échantillon étaient extrêmement faibles, et cela ne suffisait pas à relier directement Max à la voiture ou au lieu possible de la disparition de Cassie. Néanmoins, le fait même de la présence d'huile HVAC46 est devenu une trace fondamentalement importante, ouvrant une nouvelle direction dans l'enquête. Les détectives ont immédiatement vérifié toutes les entreprises du comté de Jackson utilisant cette substance technique. Dans le rapport d'enquête, il était particulièrement souligné qu'une entreprise contractante spécifique se distinguait parmi elles, Blue Ridge HVAC. Les véhicules de service de cette entreprise apparaissaient régulièrement dans le village de Kuola, s'occupant d'éliminer les conséquences du récent ouragan. À ce stade, l'enquête s'est entièrement tournée vers la vérification des conducteurs, des employés et de toute la flotte de la société Blue Ridge HVAC. Dès le début, l'enquête soupçonnait que la famille S, dans la maison de laquelle Cassie passait la nuit, pourrait dissimuler des détails importants. Les témoignages officiels des parents de Madison S étaient secs et brefs. Rien entendu dormait profondément. Cependant, lors de la vérification, un épisode étrange est apparu que les parents ont préféré taire. Ce même soir, le 14 octobre, exactement 12 minutes avant la disparition de Cassie, un appel avait été passé depuis la maison qui pourrait complètement changer le tableau de l'enquête. Le FBI, plusieurs mois après la disparition de Cassie, a examiné les archives des enregistrements de la téléphonie VoIP domestique de la famille S, conservées par le fournisseur. Ces données n'étaient pas accessibles au shérif du comté initialement et ont été révélées dans le cadre de l'enquête fédérale. Le journal des appels a montré qu'à 23h58, juste quelques minutes avant la disparition de Cassie, un appel sortant avait été effectué depuis le numéro de téléphone de la famille S vers le service d'entretien d'une entreprise HVAC située à 12 km du village. Dans les témoignages officiels donnés par les parents le lendemain de la disparition, il n'y avait pas un mot sur cet appel. Les enquêteurs ont immédiatement convoqué la mère de Madison, Susan S., pour un nouvel interrogatoire. Quand le fait de l'appel téléphonique lui a été présenté, elle a paru déconcertée et s'est restée silencieuse pendant un moment, après quoi elle a déclaré que l'appel avait été fait accidentellement. Soi-disant, le téléphone était à portée de main, et elle avait appuyé par inadvertance sur le bouton de numérotation. Susan a souligné que dès qu'elle a remarqué l'appel, elle l'a immédiatement raccroché, sans entamer de conversation. Cependant, la vérification par le fournisseur a enregistré des données complètement différentes. La durée de la conversation était exactement de 4 minutes et 2 secondes. Ce n'était pas simplement un contact accidentel avec l'écran, mais un dialogue à part entière, dont la mère de famille a préféré, pour une raison quelconque, dissimuler l'existence à l'enquête. Les enquêteurs ont noté l'incohérence évidente entre les paroles de la mère et l'enregistrement officiel de l'appel conservé dans les archives du fournisseur. Dans une tentative de comprendre les raisons de cet appel, les enquêteurs ont commencé à vérifier les contacts personnels de Susan S. avec les employés de l'entreprise HVAC. Parmi les versions, il y avait aussi celle que la mère de Madison pourrait dissimuler certaines relations personnelles avec l'un des techniciens travaillant pour l'entreprise de réparation. La vérification des contacts téléphoniques et des réseaux sociaux de la famille a effectivement révélé une communication régulière entre Suzanne et l'un des employés de l'entreprise, mais l'enquête n'a pas pu confirmer la nature personnelle de leur communication. Cette version semblait attrayante et logique, mais l'enquête n'a pas obtenu de preuves directes de l'existence d'une liaison cachée entre la mère de Madison et le technicien.
La version a été temporairement mise de côté, mais continuait à figurer dans les documents confidentiels de l'affaire, restant non confirmée jusqu'au bout. Le FBI, après avoir récupéré l'enregistrement original de l'appel auprès du fournisseur, l'a déchiffré à l'aide d'experts techniques. L'audio était fortement endommagé et la majeure partie de la conversation restait indistincte. Cependant, la phrase finale a attiré l'attention particulière de l'enquête. Un interlocuteur inconnu dont la voix n'a pas encore pu être identifiée a clairement prononcé « Seulement après minuit, je peux passer ». Après ces mots, la communication a été coupée. La voix, la manière de parler et l'identité exacte de la personne au volant restaient inconnues de l'enquête. Cette phrase est devenue un fragment important de l'affaire, car désormais les enquêteurs disposaient d'une preuve que quelqu'un prévoyait de venir à la maison de la famille S, précisément dans l'intervalle de temps directement lié à la disparition de Cassie. Les agents fédéraux ont reconstitué en détail la chronologie de l'appel. Il a commencé à 23h58, s'est terminé à 00h02, seulement 8 minutes avant que la disparition de Cassie ne soit constatée. Cette découverte a rendu la vérification des conducteurs et des employés de la société Blue Ridge HVAC, commencée après la découverte de l'huile sur les chaussures de Max, particulièrement importante. L'enquête devait maintenant déterminer qui exactement était au volant de la camionnette de service de l'entreprise ce soir-là, enregistrée par les caméras à proximité immédiate du lieu de l'incident, et quelle relation cette personne avait avec la famille S. Alors que l'enquête commençait à perdre son rythme et que la vérification des employés de la société Blue Ridge HVAC s'éternisait, un nouveau témoin est apparu de façon inattendue dans l'affaire. Un ouvrier routier, Juan D., a déclaré à la police avoir vu une camionnette blanche s'arrêter la nuit près d'une zone boisée vers 01h05. Et bien que cette histoire ait d'abord suscité un intérêt prudent, il est trop vite devenu clair que son témoignage pouvait avoir un impact significatif sur toute l'enquête. Initialement, les détectives ont accueilli les paroles de Juan D. avec réserve, car les souvenirs des témoins, surtout après un certain temps, sont souvent déformés. Cependant, Juan a présenté aux policiers des preuves concrètes de ses paroles, un journal de travail par équipe qu'il tenait selon les instructions de l'entreprise chaque nuit pendant la pause du revêtement routier. Dans ce document, Juan avait précisément indiqué les coordonnées de l'installation d'un cône routier, près duquel s'était arrêté le véhicule suspect à 01h05. Les coordonnées ont été vérifiées. Le cône indiqué se trouvait à seulement 14 mètres du lieu d'arrêt de la camionnette, près de la limite de la zone boisée. La note du journal est devenue cette confirmation documentaire dont les enquêteurs avaient besoin pour faire confiance au témoignage de Juan. Lors du premier interrogatoire, Juan D. a affirmé avec assurance avoir remarqué un vieux Dodge de couleur blanche qui s'était approché et arrêté sur l'accotement. Les détectives ont enregistré son témoignage et l'ont immédiatement comparé aux données des caméras routières automatiques ALPR installées dans la région du village de Kuola. C'est là qu'est apparue la première incohérence majeure. Les caméras qui avaient enregistré la camionnette blanche à 00h31 du matin l'avaient identifiée comme un Ford Transit appartenant à l'entreprise HVAC. Pendant ce temps, le témoin continuait d'insister sur le fait que le véhicule qu'il avait vu après 1h du matin était bien un Dodge. Les enquêteurs ont noté cette contradiction évidente dans les témoignages. Juan a été interrogé à plusieurs reprises sur les détails, mais il était resté sur sa position. « J'ai bien vu un Dodge. » C'était une vieille camionnette, certainement pas un Ford. La contradiction semblait remettre en question la fiabilité de son témoignage, mais la police était obligée de vérifier chaque détail, même le plus insignifiant. Malgré les doutes sur le témoignage de Juan, les enquêteurs ont travaillé minutieusement sur cette version. Ils ont passé plus d'1 semaine à vérifier les propriétaires de tous les vieux Dodge blancs enregistrés dans le comté de Jackson et les régions avoisinantes de Caroline du Nord. Les criminologues ont soigneusement examiné chaque véhicule, interrogé tous les propriétaires, établi l'alibi de chaque conducteur pour la nuit de la disparition de Cassie.
Suite aux vérifications, il a été définitivement établi qu'aucun des propriétaires de Dodge n'était impliqué dans l'affaire. La vérification s'est avérée propre, aucun soupçon n'a été confirmé. La version basée sur le témoignage de Juan semblait erronée et n'a fait que retarder l'enquête. Alors que les enquêteurs s'apprêtaient déjà à mettre de côté le témoignage de Juan, une précision inattendue est apparue dans l'affaire. Le laboratoire technique du FBI a agrandi l'image de la caméra ALPR obtenue à 00h31 près du village. Sur les images, l'emblème Ford était clairement visible, et non Dodge. Les détectives ont compris que le témoin avait simplement pu confondre la marque du véhicule. L'enquêteur interrogeant Juan a spécifiquement noté dans son rapport « Le témoin s'est probablement trompé en raison des conditions de visibilité. Nuit tardive, fine pluie, lumière des phares dirigée directement sur lui. » La confusion avec la marque paraissait maintenant explicable, bien qu'elle ait introduit un retard inutile dans l'enquête. Mais l'important était autre chose. Le fait même de l'apparition d'une camionnette blanche près de la zone boisée à l'heure indiquée avait été confirmé, et ce détail s'intégrait dans la chronologie de la nuit de la disparition de Cassie. Les enquêteurs ont maintenant décidé de clore définitivement la piste du Dodge et de revenir à la version initiale de l'enquête. L'attention de la police s'est à nouveau entièrement tournée vers le Ford Transit, le véhicule de la société Blue Ridge HVAC. Cette camionnette restait la seule piste fiable reliant toutes les circonstances de la nuit de la disparition de Cassie. L'enquête est revenue aux listes des véhicules de service de l'entreprise et a commencé à vérifier chaque employé qui aurait pu être au volant du Ford Transit cette nuit-là. Alors que les enquêteurs se concentraient à nouveau sur la vérification du véhicule de service Ford Transit, une nouvelle étrangeté est apparue. Pourquoi, la nuit de la disparition de Cassie, l'entreprise Blue Ridge HVAC a-t-elle désactivé à distance la tablette corporative du technicien Logan M ? La tablette était un outil important de l'entreprise, enregistrant constamment la position de l'employé, mais précisément cette nuit-là, pour une raison inexpliquée, elle s'est retrouvée déconnectée du système général de surveillance. Les experts techniques de l'entreprise HVAC ont préparé un rapport pour les agents fédéraux, selon lequel la tablette corporative de Logan M a perdu la connexion avec le serveur la nuit de la disparition de Cassie. Le document indiquait des délais précis. De 23h48 à 02h20, l'appareil n'émettait pas de signaux. Cette fenêtre temporelle coïncidait parfaitement avec les événements critiques de l'enquête. L'appel depuis la maison de la famille S et la disparition subséquente de Cassie. Pour l'enquête, un tel fait ne pouvait pas être une simple coïncidence. Lors de son premier interrogatoire par les enquêteurs fédéraux, Logan M semblait calme et assuré. Il a expliqué la désactivation de la tablette par un oubli banal. Il aurait simplement laissé le chargeur à la maison et la tablette se serait déchargée pendant le travail. Cependant, les spécialistes techniques du FBI ont immédiatement remarqué une incohérence majeure dans ces déclarations. Ils ont demandé le journal CAST du Bluetooth de la tablette et ont découvert que l'appareil s'était effectivement connecté au réseau sans fil de la maison de la famille S pendant une courte période, vers 00h00. Cela contredisait les paroles de Logan qui affirmait que la tablette était complètement déchargée bien avant l'arrivée au village. Cette incohérence dans les témoignages a poussé l'enquête à porter une attention renouvelée sur la personnalité du technicien de l'entreprise. Les enquêteurs du FBI ont tenté d'obtenir rapidement des données précises sur les déplacements de Logan la nuit de l'incident. Pour cela, ils ont demandé le suivi GPS de son téléphone personnel. Cependant, il s'est avéré que Logan utilisait un modèle obsolète d'appareil mobile, non équipé d'un module Assisted GPS, AGPS. Ce fait a considérablement compliqué le travail des analystes et a pratiquement mené l'enquête dans une impasse, car le téléphone de Logan ne laissait pas de traces numériques de sa position exacte durant cette nuit. Dans les documents de l'enquête, cet épisode a été marqué comme un échec technique qui a temporairement freiné le cours de l'investigation. Cependant, les analystes fédéraux de la division CAST du FBI ne se sont pas arrêtés là.
Malgré l'absence d'un signal GPS complet, ils ont utilisé la technologie de micro-triangulation par les tours de téléphonie mobile pour reconstituer au moins une image approximative des déplacements de Logan M la nuit de l'incident. Après une semaine de travail intensif, les analystes ont présenté leurs résultats. Le rapport indiquait que le téléphone de Logan s'était enregistré dans la zone de couverture d'une tour cellulaire située à proximité immédiate du village de Kuola, exactement à 00h10, au moment où la disparition de Cassie a été constatée. Ainsi, malgré ses paroles selon lesquelles la tablette était déconnectée et lui-même se trouvait ailleurs, l'expertise fédérale a clairement fait comprendre que Logan était dans la zone de disparition durant l'intervalle de temps indiqué. Après avoir reçu les résultats de l'analyse du cast, l'enquête fédérale a pris des mesures décisives. Un mandat a été immédiatement délivré pour la saisie du véhicule de service Ford Transit utilisé par Logan M. L'opération de saisie a été préparée rapidement avec un minimum de publicité pour éviter la perte d'éventuelles preuves. L'enquête devait maintenant examiner le véhicule dans tous ses détails afin d'obtenir des confirmations ou des réfutations supplémentaires de l'implication de Logan dans les événements de cette nuit-là. Après que les agents fédéraux ont saisi la camionnette Ford Transit utilisée par Logan M, les enquêteurs ont été confrontés à une nouvelle énigme. La société Blue Ridge HVAC, apparemment exemplaire et fiable, n'avait pour une raison quelconque pas enregistré dans son journal officiel la sortie de la camionnette numéro BR12 le soir du 14 octobre. Et la comptabilité de l'entreprise affirmait une chose, et la logistique une toute autre, et cette incohérence a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs fédéraux. La vérification de tous les journaux de service de l'entreprise a rapidement donné les premiers résultats. Lors de l'examen des journaux de relève, les enquêteurs ont remarqué des signes évidents de falsification. Les pages du journal relatives au soir du 14 octobre avaient été soigneusement corrigées avec du correcteur blanc, puis de nouvelles données avaient été écrites par-dessus. À première vue, les corrections étaient presque imperceptibles, mais une vérification détaillée utilisant un scanner ultraviolet spécial du FBI a clairement révélé l'inscription originale « Camionnette BR12, départ à 20h10, conducteur LM ». L'enquête avait maintenant une confirmation officielle que Logan M était effectivement sorti cette nuit-là avec le véhicule de service, ce qui contredisait complètement la version officielle initiale de l'entreprise selon laquelle il n'y avait pas eu de sortie nocturne. Le directeur de la société Blue Ridge HVAC, Mark Evans, a été convoqué pour donner des explications. Au cours de la conversation, il a immédiatement qualifié ce qui s'était passé d'erreur ordinaire du répartiteur. Cependant, cette version a été vérifiée et s'est immédiatement effondrée. Les enquêteurs fédéraux ont découvert que ce même répartiteur dont parlait le directeur avait été licencié seulement une semaine après la disparition de Cassie. Les documents de licenciement de l'employé semblaient suspicieusement hâtifs et superficiels. La version du directeur a commencé à ressembler à une tentative de dissimuler la véritable cause de la confusion dans le journal. Cette superposition de mensonges a donné aux enquêteurs fédéraux des raisons de douter de la sincérité de la direction de l'entreprise et a défini une direction complètement nouvelle dans l'enquête. À ce moment, le focus de l'enquête s'est temporairement déplacé vers le directeur de l'entreprise lui-même, Mark Evans. Les enquêteurs fédéraux ont commencé à supposer qu'il pourrait délibérément dissimuler des faits liés à la disparition de Cassie pour des motifs personnels ou professionnels. Ils ont vérifié les rapports financiers de l'entreprise, la correspondance personnelle d'Evans et ses contacts, mais aucune preuve concrète contre lui n'a pu être trouvée. Les soupçons n'étaient pas confirmés, mais le directeur était toujours maintenu sous surveillance étroite, bien que toute cette ligne d'enquête ne produisait pas encore de résultats tangibles. La situation a changé lorsque le directeur Evans a volontairement fourni aux enquêteurs un nouveau témoignage important. Une lettre officielle de la compagnie d'assurance. La lettre indiquait que le 13 octobre, la veille de la disparition de Cassie, la société Blue Ridge HVAC avait officiellement éliminé un échangeur de chaleur défectueux présentant un défaut de fabrication.
L'élimination devait avoir lieu dans un entrepôt spécial et officiellement l'appareil était considéré comme détruit. Cependant, lorsque les agents du FBI ont vérifié les données de la compagnie d'assurance, ils ont découvert un détail étrange. La balise GPS du conteneur où l'échangeur de chaleur aurait été placé s'est activée dans la nuit du 14 octobre à 01h17, c'est-à-dire au moment même où, selon la version de l'enquête, Cassie avait déjà disparu et la camionnette de Logan M avait été repérée près de la zone boisée. Le conteneur avec l'échangeur de chaleur est soudainement devenu un élément important de l'enquête. C'était la première indication sérieuse de l'endroit possible où pouvait se trouver la disparue. Sur la base des données obtenues, l'enquête fédérale a immédiatement élargi l'ampleur de l'opération. Un nouveau mandat a été délivré pour mener une perquisition détaillée de tous les locaux d'entreposage et conteneurs de la société Blue Ridge HVAC. Les agents s'intéressaient avant tout à ce conteneur précis, dont le GPS avait enregistré un déplacement inexpliqué dans la nuit du 14 octobre. Il était maintenant clair que la solution à la disparition de Cassie pouvait se cacher précisément là, parmi les entrepôts de services et les conteneurs verrouillés de l'entreprise, qui jusqu'à présent semblait être un modèle d'honnêteté et de fiabilité. Après que les agents fédéraux ont soigneusement inspecté et saisi la camionnette de Logan, l'enquête s'est approchée du dénouement grâce à un détail petit, presque imperceptible. Sur une palette en plastique trouvée dans le compartiment de chargement du véhicule, les criminologues ont découvert une trace brunâtre à peine visible d'origine inconnue. Initialement, même des spécialistes expérimentés ne pouvaient pas déterminer avec certitude ce que c'était. De l'huile technique ou quelque chose de beaucoup plus significatif. L'échantillon a été immédiatement envoyé au laboratoire criminalistique fédéral où après une série d'analyses scientifiques précises, la nature exacte de la substance a été établie. La conclusion du laboratoire était sèche et claire. La trace sur la palette s'est avérée être une petite quantité de sang, exactement 0,1 millilare. L'expertise génétique, réalisée avec une précision maximale, a montré une correspondance de 50% du matériel biologique trouvé avec l'ADN de la mère de Cassie. Ce fait scientifique a été consigné dans un document officiel du laboratoire, excluant complètement toutes émotions et suppositions. La palette est devenue la première preuve solide pointant directement vers la possible implication de Logan dans la disparition. Après l'annonce des résultats de l'expertise, l'équipe juridique de Logan a immédiatement tenté de contester leur importance. Son avocat a déclaré que l'échantillon de sang aurait pu se retrouver sur la palette accidentellement à la suite d'une contamination, pollution, provenant d'objets précédemment transportés par le technicien de l'entreprise. Cependant, l'accusation a immédiatement présenté un contre-argument convaincant. Dans les documents de l'affaire a été présentée la documentation du fabricant, selon laquelle cette palette en plastique avait été fabriquée en août 2019 et officiellement utilisée par l'entreprise une seule fois, précisément la nuit de la disparition de Cassie. Cette circonstance réfutait l'explication de la défense et confirmait à nouveau les soupçons de l'enquête concernant l'implication de Logan. La défense n'a pourtant pas abandonné et a avancé une nouvelle ligne d'argumentation contestant cette fois le respect de la procédure de conservation et de transport de l'échantillon de sang. Selon la déclaration de l'avocat de Logan, la chaîne de conservation de l'échantillon aurait pu être rompue car le tube avec l'échantillon de matériel biologique avait été envoyé au laboratoire via le service postal FedEx et n'avait pas été remis personnellement par un représentant des forces de l'ordre. Cette circonstance a suscité un doute temporaire sur la légitimité même de la preuve et a retardé la procédure judiciaire de plusieurs jours. La défense exigeait activement que cet échantillon de sang soit exclu de l'affaire, insistant sur d'éventuelles violations de procédure. Cependant, le juge, après avoir examiné tous les arguments des parties et les témoignages des criminologues, a quand même décidé d'admettre l'échantillon d'ADN comme preuve légale dans l'affaire. Cette décision a marqué un tournant crucial dans l'enquête. Après cela, le parquet a immédiatement formalisé un mandat d'arrêt officiel contre Logan.
Et c'est précisément à ce moment, alors que la situation semblait complètement perdue pour la défense, que Logan M. a soudainement déclaré par l'intermédiaire de son avocat être prêt à négocier un accord avec le parquet. Cela a été une complète surprise tant pour le tribunal que pour l'enquête, mais c'est précisément cet accord qui pouvait définitivement mettre un point final à l'affaire. Les enquêteurs se sont immédiatement préparés à l'interrogatoire officiel de Logan en présence d'avocats et de représentants du parquet. La tâche principale de l'enquête était de déterminer les détails exacts de l'endroit où pourrait être caché ce qui était recherché depuis si longtemps. Maintenant, après que Logan a déclaré être prêt à coopérer, son témoignage devait constituer l'étape finale d'une enquête longue et complexe, commencée il y a 2 ans avec la nuit ordinaire de Cassie dans la maison de son ami et se terminant, seulement maintenant, dans les murs du bâtiment fédéral du tribunal de district. Lors de l'interrogatoire final mené dans les locaux du bureau fédéral du FBI, Logan M. a décrit en détail les événements de la soirée du 14 octobre 2019. Selon son aveu, le soir de ce jour, il a reçu un appel de la mère de Madison S., qui se plaignait d'un climatiseur défectueux. La mère de Madison lui a demandé de passer à la maison de la famille tard le soir, après minuit, car c'est précisément à ce moment qu'elle pouvait faire entrer le technicien discrètement, sans déranger les autres occupants. Utilisant une clé de rechange laissée spécialement pour de telles situations, Logan est entré dans la maison par la porte arrière de la cuisine. À l'intérieur, il a presque immédiatement rencontré Cassie. Voyant un inconnu dans la cuisine sombre, elle a crié brusquement, effrayée et tentant d'attirer l'attention des parents ou du frère de son ami. Logan a expliqué plus tard que ses actions étaient impulsives et non planifiées. Craignant d'être découvert et d'avoir des problèmes avec la police, il lui a couvert la bouche de sa main et l'a maintenue jusqu'à ce que Cassie cesse de montrer des signes de vie. Comprenant que quelque chose d'irréparable s'était produit, il l'a enveloppée dans le sac de couchage qui se trouvait dans la chambre des enfants et l'a rapidement emportée dehors par la même porte arrière. Après avoir chargé les restes dans le véhicule de service, il a immédiatement quitté le territoire du village de Kuola pour éviter de rencontrer l'agent de sécurité en patrouille, Joe Kay, qu'il connaissait personnellement. Ensuite, il a transporté les restes à l'entrepôt de la société Blue Ridge HVAC, profitant de sa connaissance du territoire et de l'absence de personnel de nuit. Les restes ont été placés dans un conteneur avec un échangeur de chaleur défectueux qui devait auparavant être envoyé à l'élimination. Après l'aveu officiel, l'image est devenue entièrement claire pour l'enquête. L'appel téléphonique de la mère de la famille S, qui a eu lieu à 23h58, a confirmé la raison initiale de l'apparition de Logan dans la maison pendant la nuit. L'enregistrement de la caméra de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation ALPR à 00h31 a confirmé l'itinéraire de son Ford Transit de service. La découverte de particules d'huile HVAC46 sur les chaussures de Max S. s'est avéré être un transfert accidentel depuis la zone près de l'entrée, où Logan avait garé la camionnette. La balise GPS du conteneur de l'entreprise, activée à 01h17, est devenue une indication directe de l'endroit où les restes étaient cachés. Et enfin, la trace brunâtre trouvée sur la palette en plastique a définitivement confirmé le lien de Logan avec le crime. L'analyse en laboratoire du sang a montré une correspondance du matériel biologique à 50% avec l'ADN de la mère de Cassie. L'ensemble de tous ces détails excluait les coïncidences et les erreurs. Ainsi, ce qui semblait au début être un ensemble de faits non liés s'est transformé en une chaîne continue et irréfutable de preuves et d'indices qui ont permis aux enquêteurs fédéraux de résoudre complètement cette affaire complexe qui durait depuis 2 ans. L'étape finale de l'enquête s'est déroulée sur le territoire du complexe d'entreposage de l'entreprise contractante. Suivant les indications de Logan, les enquêteurs sont arrivés au conteneur approprié. L'agent fédéral a forcé le lourd cadenas avec un coupe-boulon. Un fort clic métallique a résonné dans le silence absolu. La porte du conteneur s'est lentement entr'ouverte et immédiatement,
Une odeur âcre caractéristique s'est répandue alentour. Tous les présents se sont figés pendant une seconde. Logan M., qui se trouvait là en menottes et entouré d'agents du service fédéral, regardait constamment vers le bas, sans prononcer un seul mot. Le 5 mai 2022 s'est tenue l'audience finale du tribunal fédéral de la ville de Charlotte dans l'affaire de la disparition de Cassie R., 9 ans. Le juge a lu la décision finale. Logan M. a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de grâce.